1h15 d'intervention et après une discussion, hein, pour que je sois bien au Parfait. fait. Oui. Oui, c'est parfait, très bien. Bonjour, alors d'abord merci de m'avoir invitée. Merci à Marie aussi, pour pas que j'oublie de le dire à la fin, parce qu'on a eu des échanges compliqués de savoir repousser les horaires, repousser les jours, changer, etc. Et qu'elle a toujours été d'une précision, d'une clarté et d'une écoute importante. Donc je la remercie beaucoup. Et voilà, donc je suis très émue et un petit peu en panique parce que j'ai pas dormi cette nuit. J'arrive pas à refaire 2 fois la même intervention et je suis jamais sûre de ce que je vais dire parce que j'ai 72 ans aujourd'hui et je comptais le fêter avec vous autour d'un verre. Et j'ai commencé à l'Institut, j'ai freiné, on disait à l'époque, à l'ICEM, en sortant de l'école normale en 69, donc vous voyez, ça fait longtemps. Et j'ai bien sûr travaillé avec le GFEN. Donc je viens de ces mouvements pédagogiques, j'ai été syndiquée bien sûr au SNI d'abord, et puis voilà. Et moi, je ne suis pas très très fière de ce que j'ai fait dans ma carrière, voilà. Donc j'arrive avec des doutes et je voudrais juste que vous sachiez que je n'ai pas l'intention de vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait faire, etc. Mais peut-être de partager avec vous peut-être les pistes qui sont encore possibles, celles qu'on a oublié d'explorer peut-être, voilà, parmi tous les champs où il y a des rapports de force, de domination, etc. Et voilà. Donc j'espère que ça ira. Je parle assez vite en général. Je vais essayer de me calmer. J'ai écrit un texte que je vais envoyer et dont vous pourrez disposer. Et si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer mon PowerPoint sans problème. Il n'est pas extraordinaire, je bricole, mais simplement ne pas le présenter publiquement, de vous servir des images parce qu'on n'a pas trop les droits, etc. Il y a des images de littérature de jeunesse, voilà. Bon, ben, écoutez, on va commencer. On a fait un petit test avec Marie tout à l'heure, ça marchait, donc on va essayer avec le PowerPoint. Donc, je partage l'écran, hein. Voilà. Je ne pensais pas vivre des choses comme ça dans ma vie. Est-ce que ça marche? Allô? Il n'est pas en plein écran. Voilà. Est-ce qu'on fait Est-ce que comme tout à maintenant, l'heure? On l'enlève et on le remet? ça défile là? Non. Bon, alors donc on enlève, c'est ça? Ouais. On arrête le partage, hein, c'est ça, voilà, Oui. et on recommence. Il ne faut juste pas être stressé. Non, ça marche la deuxième fois. À tous les coups. À tous les coups. Non, alors là, ça ne l'a pas fait. Alors, j'arrête le partage une deuxième fois. Voilà, je recommence. Ouais. Est-ce qu'il est en plein écran sur l'ordinateur? Oui. Alors, pas tout de suite, je vais le mettre là. En fait, il me met toujours le même message. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça défile? Essaye pour voir. Non? C'est toujours la première diapo? Ouais. Alors, bon. Sinon, je l'ai sur l'ordinateur, donc je peux aller l'ouvrir. Si attends, je recommence encore un coup, on ne sait jamais. Hein. Ça fait pareil. Pourtant, ça marchait tout à l'heure. Hop. Non, ça ne fonctionne pas? Non. Alors, c'est stressant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est parfait. C'est bon, ça marche. Parfait. Ouf. Je vous dis pas les battements de cœur là. Non, mais c'est bon. Ça marche, super. Très bien. Très bien. Donc, quand j'ai vu ce titre, déjà la première partie du titre, question de lecture, je me suis dit, tiens, c'est un livre de Jean Fauquembert qui est paru en 1980, il était au singulier. Et puis quand j'ai vu le sous-titre, Inégalité, enjeux éducatifs, sociétal et politique, on dit toujours oui au début pour une intervention, on lit jamais exactement ce qu'on nous demande, et je me dis, mais c'est carrément une thèse, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, ça fonctionne? Oui, oui, ça fonctionne, très bien. Très bien.
Voilà donc le livre en question de Jean Fauquembert, donc, qui était un livre au singulier, avec le mot question au singulier. Et en 1980, il y avait déjà cette phrase qui disait que l'apprentissage de la lecture devait être placé sous la responsabilité publique d'une politique de lecture exercée par les collectivités locales, coordonnant ainsi entre décentralisation et autogestion tous les acteurs et tous les lieux vers les conditions sociales du droit à la lecture pour tous. A dit quand elle a parlé de la dépossession des enseignants par rapport à la pédagogie, hein, puisque maintenant les choses arrivent et en rafale hein, sur les enseignants, qu'il s'agisse d'un guide, qu'il s'agisse de sport, qu'il s'agisse de méthodes de lecture, la décentralisation et l'autogestion ne sont pas à l'œuvre. Donc, dans ce livre-là, et dès que Jean Fauquembert a commencé à travailler, il a eu ce titre qui était un peu étonnant à l'époque, à 2 ans, l'apprentissage de la lecture continue. Je dis qu'il était étonnant parce que maintenant, il est assez normal de penser qu'on peut lire des livres à des bébés, mais en 1980, c'était la bataille des bibliothécaires et de beaucoup d'associations, et c'était quelque chose qui n'était pas reconnu, on n'apprenait pas à lire, enfin, on ne lisait pas d'histoire aux enfants quand ils ne savaient pas encore lire, il fallait attendre le CP. Donc, une des premières choses que préconisait Jean Fauquembert et qu'ont mis en place les équipes, c'est que les enfants, dès qu'ils naissent, hein, dès qu'ils commencent à regarder le monde, ont déjà des rapports avec les écrits, alors des écrits quotidiens. Je vous ai mis un carambar un peu à l'envers, mais voilà. Et puis des contacts plus ou moins grands avec les livres et les magazines. Donc ça, c'est pas nouveau. Beaucoup de gens ont retravaillé ces choses-là. Je pense à Evelyne Charmeux, je pense à Gérard Chauveau, même Jacques Filjalkov, etc. C'est-à-dire qu'on commençait à dire, mais l'écriture, enfin la lecture, c'est pas simplement les livres, c'est aussi les écrits qui servent au quotidien. On appelait ça à l'époque les écrits fonctionnels ou les écrits sociaux, mais en même temps, un livre, c'est un écrit social. Alors, souvent, on pense que ce qui va faire la différence des enfants, c'est les livres. Alors, moi, je m'étais livré un petit calcul un peu empirique, enfin très empirique, qui consistait à dire qu'il y a des enfants qui arrivent en maternelle, j'ai été institutrice en maternelle, et qui arrivent avec près de 1000 heures de lecture derrière eux, à force d'une lecture par soir par un parent, des fois 2 lectures, de relecture le week-end, les vacances, les grands-parents, etc. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent avec 1000 heures de lecture derrière eux. Moi, j'ai vu des enfants de 3 ans entrer dans une bibliothèque centre documentaire et classer les livres de Claude Ponty avec les livres de Claude Ponty, les livres de Corentin avec les livres de Corentin. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà énormément d'expérience sur l'écrit. Et puis, il y a des enfants qui n'ont jamais tourné les pages d'un livre et en tous les cas, auquel on n'a pas lu énormément d'histoire. Et nous, il faut qu'on fasse avec ça. Et ça, moi, je prétends que même les recherches n'ont jamais travaillé cette chose-là qui est comment on accède, quelles sont les conditions sociales d'accès à l'écrit et qu'est-ce qu'on fait quand il y a déjà cet écart énorme à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc, le premier mot qui était sorti dans les années 70, c'était la littératie. Alors, on trouvait que ce mot était barbare, hein, c'est le rapport à toute forme d'écrit, fictionnel, documentaire, de presse, etc. On le trouvait barbare, mais franchement, je le trouve moins barbare que l'affluence ou toutes ces choses dont on nous parle aujourd'hui, parce qu'au moins, la littératie parlait des usages avec l'écrit, de ce que faisaient des individus avec la chose écrite, de ce qui se passait socialement pour eux, de ce qui se passait concrètement dans l'imaginaire, etc. Alors, je vous ai mis la photo de Bernard Friot, qui n'est pas l'économiste, mais qui est un poète, écrivain, qui habite maintenant par chez vous, comme on dit ici, à Bordeaux. Et Bernard Friot fait énormément d'interventions auprès des enfants, en France, en Italie, en Allemagne. Et maintenant, il refuse de rencontrer les enfants tant que chaque enfant n'a pas apporté un écrit dont il aimerait parler. N'importe quel écrit, c'est pas forcément un livre. Et il a comme ça interrogé, discuté, échangé avec des milliers d'enfants. Et il ressort 2 ou 3 choses qui semblent intéressantes. C'est que déjà, les enfants
l'écrit qu'ils apportent est toujours lié à un intérêt qu'ils ont, soit un intérêt de loisir, etc., le cheval ou la cuisine, ou, etc., soit parce qu'ils sont intéressés par un sujet. Il a vu ainsi une jeune fille, une adolescente de 12-13 ans apporter presque une thèse, pas une thèse, mais un essai assez conséquent sur Plus belle la vie, puisqu'elle regardait ça avec ses grands-parents et ses parents tous les soirs. Et puis, la plupart du temps, les enfants avaient des écrits transmis par les parents, c'est-à-dire que quand ils avaient des livres, c'était le père ou la mère qui transmettait sa collection de Tintin ou sa collection de Lucky Luke, ou etc., souvent des BD. Mais en tous les cas, quelque chose de dramatique pour nous, c'est que moins de 5% des réponses concernaient les écrits, on va dire les écrits qui sont dans les bibliothèques ou qui sont dans les écoles. Autrement dit, il a été frappé une fois parce qu'un enfant avait apporté un livre de Roald Dahl une fois, il était tout à fait content, et c'était son instituteur qui lui avait offert alors que l'enfant s'était cassé la jambe et qu'il était à l'hôpital. Donc, une des premières choses qu'on ne fait pas à l'école, puisqu'on commence d'entrer par apprendre un code, une technique, sans se demander quel est le rapport que les enfants ont déjà avec l'écrit. C'est-à-dire qu'on pourrait déjà commencer par voir ensemble qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils lisent. Alors moi, je travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis, et ça ne vient pas tout de suite dans les réponses, mais quand on est en collège, rapidement, quand on installe un climat prières sortent beaucoup, alors que ce n'est pas quelque chose qui sort dans les enquêtes officielles. On n'ose pas trop parler de ces écrits-là. Alors, non seulement il y a ces écrits, donc on se dit que finalement, c'est ces écrits-là, c'est les livres qui vont faire la différence entre les enfants. Ce n'est pas tout à fait exact, même si c'est important. Parce que ce qui se passe dans la maison, quand on parle de la lecture, mais quand on parle aussi du jardinage, quand on parle de n'importe quelle chose, c'est la place communicative qu'ont les enfants. Donc ça, c'est tous les travaux qui ont été faits par des linguistes divers. Moi, celui que je préfère lire, c'est Frédéric François, donc ce n'est pas le chanteur, hein, c'est un monsieur qui a à peu près 80 ans, je pense, aujourd'hui, qui est à Paris 5, et qui dit qu'en gros, dans les milieux où les parents ont été peu scolarisés, l'oral qui est employé familialement, donc pour la lecture comme pour le reste, colle au vécu. On dit, on raconte, on s'exprime, on colle à l'expérience. On appelle ça un oral spontané. Dans ces milieux-là, généralement, les enfants sont plutôt voués à écouter les adultes. Ils ont une place un petit peu d'obéissance, et en tous les cas, voilà. Dans les milieux où les parents ont été beaucoup plus scolarisés, les interactions sont plus variées. On cherche ses mots, on essaye d'être précis, on en parle d'un oral secondaire, c'est un oral qui va argumenter, qui va interroger, et qui interroge non seulement la situation qu'on est en train de vivre, mais qui interroge aussi la langue dans laquelle on va exprimer cette situation. Les enfants ne sont pas dans une situation, on va dire, de discipline stricte avec les adultes, mais dans des situations plutôt de débat. On va dire que les enfants d'enseignants sont plutôt dans cette catégorie, et c'est ce qui va un peu développer un langage qui va être plus proche de ce que l'écrit va faire. Donc j'ai essayé de trouver un exemple pour dire ce que j'essayais de dire. Donc là, je vous ai mis deux images, donc la lecture du soir, hein, par Petit ours brun d'un côté. Et ce qu'elle a de particulier, cette lecture du soir, c'est que non seulement elle est variée, elle est importante, elle est régulière, mais que surtout on procède à des relectures. Et je vous ai mis un album de Émilie Gravette qui s'appelle Une fois encore, où le petit dragon, puisqu'on n'a presque plus d'humains dans les albums pour les enfants, on est avec les bestioles en permanence, le petit dragon demande qu'on lui lise et qu'on lui lise l'histoire. Donc les enfants, les jeunes enfants ont ça de particulier et de merveilleux, c'est qu'ils savent que pour apprendre quelque chose, il faut refaire cette chose-là. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en situation de surapprentissage. Alors, tandis que je prenais mon métro, puisqu'en ce moment je suis dans la région lyonnaise, et que je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple qui soit parlant, il y avait à côté de moi, comme souvent, un monsieur avec une petite fille qui avait l'air d'être sa fille. Et on était à la porte des Lilas, et la petite fille regarde le panneau, alors pas le panneau que vous voyez à gauche, où le mot porte n'est pas écrit intégralement, mais le panneau qui est sur le quai. Et elle dit à son père,
ici, je sais ce qu'il y a écrit, elle devait avoir 3 ans. Elle dit, il y a écrit qu'on va chez Tata Daisy. Et le papa dit, non, non, il n'est pas écrit qu'on va chez Tata Daisy du tout. Il est écrit peu et haut, et il commence à ralentir le rythme, puis il redit, puis porteux, et je vois la petite fille qui fait ce que son père lui dit, et je regarde en face ce pauvre mur avec Georges Brassens, un mur tout décrépit, et je me dis que c'est marrant parce que porte n'est pas écrit de cette façon en face de moi, et qu'on le lit quand même, etc. Donc je me suis dit que cette petite fille, elle avait vu juste, elle savait qu'elle avait, on aurait pu lui dire, oui, tu as raison, il y a écrit Porte des Lilas, et tu as raison, c'est bien la station de métro qu'il faut utiliser pour aller chez Tata Daisy. Mais heureusement que tous les gens qui sont sur le quai ne vont pas tous chez Tata Daisy parce que ça ferait trop de monde pour son appartement. Je me dis qu'un parent comme moi, comme vous, aurait profité de l'occasion pour montrer ce pteux. Moi, ma petite fille, elle me disait toujours PTE quand elle venait chez moi, et de montrer que porte, il y en a plein autour de la station, et donc on peut prendre un plan, regardez, je l'ai mis à droite, regardez toutes les portes qui existent autour de ce métro, à propos de ce métro. Et c'est drôle, on pourrait aussi se demander sûrement qu'un enfant va portes qui n'ont pas de poignée, qui n'ont pas de clé, à quoi elles servent. Et on voit bien qu'une simple remarque d'un départ chez Tata Daisy peut déclencher dans certains milieux, parce que ce sont des milieux qui savent que c'est important d'extrapoler, qui savent que c'est important de surinvestir sur la parole des enfants, parce que ça, on l'a fait à l'oral depuis toujours. Quand un tout petit voit qu'on sort la voiture et qu'il dit te pour dire voiture, il a 18 mois ou 20 mois, eh bien, on lui dit oui, tu as raison, on prend la voiture, on va chez Tata Daisy souhaiter son anniversaire. Il n'a jamais dit ça, il a dit teuteux. Mais si personne n'avait surinvesti par rapport à ce teuteux, eh bien cet enfant, il ne serait pas dans un état de parole très évolué. Donc ce que l'on a fait avec l'oral, prendre la parole de l'enfant, l'entendre et après extrapoler, surinvestir, ça c'est très différenciateur par rapport aux enfants, et c'est ce qui fait qu'il y a des enfants qui vont être dans une démarche d'interrogation avec l'écrit et des enfants qui vont être dans une démarche de réception. Et bien sûr, comme ça croise les CSP, eh bien tout ça nous interroge, puisqu'il faut qu'on se demande pourquoi ces choses-là vont devenir aussi discriminantes socialement. Donc, dès 1980, Jean Foucambert avait déjà développé tout ça dans un livre que je vous conseille de lire parce qu'on ne le voit pas beaucoup et il n'est pas cité dans les bibliographies, qui s'appelle La manière d'être lecteur, et qui disait très tôt, il faut en fait, pour aider les enseignants, je crois que Marie a dit tout à l'heure que tout le monde était fatigué, que c'était dur, et que c'est vrai que c'est dur d'être enseignant quand le corps social est loin, loin des objectifs de l'école, et que les objectifs de l'école sont si fluctuants. Donc, il avait développé cette proposition pour une politique de lecture, des propositions sociales, bien sûr, mais qui concernent bien sûr l'école. Jean Faucambert était instituteur et ensuite inspecteur de l'éducation nationale. Donc, ces 7 points, je vais essayer de les décrire avec vous et d'essayer de voir les obstacles que ça rencontre, les questions que ça pose, etc. Puisque Marie l'a dit aussi, la méthode syllabique de Monsieur Blanquer ne se préoccupe pas beaucoup de toutes ces histoires sociales. On apprend un code, on apprend une technique, un point, c'est tout. Tant pis pour les 1000 heures de lecture, tant pis pour Tata Daisy, tant pis pour tout ça, ça n'a aucun intérêt, on fait du code. Donc, une information générale sur la nature et les enjeux de l'écrit. Quand je dis général, ça veut dire de la population. Développer la responsabilité individuelle et collective dans la cité et aussi dans l'école. Alors là aussi, Marie en a parlé tout à l'heure, la formation des formateurs. Moi, quand j'ai commencé à rentrer à l'école normale en 68, il y avait 3 ans de formation. On en rêve aujourd'hui. Non, il y avait 2 ans, par contre, 2 ans de formation, mais plus tard, il y a eu 3 ans de formation. Mettre en réseau les équipements collectifs et informer sur les écrits, observer les écrits, produire des écrits de proximité et former des lecteurs experts sur tout type de support et pas simplement des déchiffreurs, comme l'a dit Marie tout à l'heure. Donc, est-ce que quelqu'un peut juste me dire si ça va au niveau du débit, de tout ça? Très bien, oui, ça va. Ah, très bien.
Merci. Donc, on va commencer par la première proposition sur la nature et les enjeux de l'écrit. C'est là qu'il y a bagarre, hein, qu'il y a une bagarre. Vous savez que tout le monde dit que les questions de la guerre des méthodes est terminée, hein, ça on l'entend partout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis allée à toutes les premières réunions de Monsieur Blanquer. Après, j'en ai eu un peu assez. J'ai été écouter Monsieur Dehaene, Madame Spranger-Charol, etc. C'est pas vrai que la guerre des méthodes est finie. Et c'est pas parce qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre. C'est parce qu'il y a un malentendu. On dit ça maintenant dans l'école sur l'écrit. Et donc, c'est de ça dont je voudrais vous entretenir après vous avoir dit que la petite image qui est en bas vient de Claude Ponty dans le livre qui s'appelle Ma vallée. J'aurais voulu mettre tous les sous-titres dessous, mais je les mettrai pour vous envoyer le diaporama et je n'ai pas eu beaucoup le temps. On a eu des choses bousculées à force de reporter les rendez-vous. Tout est arrivé dans un goulot d'étranglement au mois de mars-avril. Donc la première chose, c'est qu'à l'écrit, le message est constitué de signes visuels qui sont combinés selon certaines règles. Autrement dit, moi je parle et vous allez être obligé, vous pouvez partir, mais si vous restez, vous allez être obligé de m'écouter pendant l'heure et quart qui a été dévolue pour cette intervention. Mais à l'écrit, tout est déjà là. C'est tout là devant nos yeux, on peut le regarder. Et par exemple, si on revient au confinement, il y a eu beaucoup d'écrits, des écrits très, très intéressants. Moi, j'espérais qu'après le premier confinement, on ferait un travail avec les enfants sur tous ces écrits et ces nouveaux mots qui sont apparus. Et on voit bien que pour inviter les gens à rester chez eux, eh bien, on a eu des affiches comme la première, on a eu un manifeste, mais vous voyez que la mise en page ne ressemble pas du tout à la méthode syllabique de Monsieur Blanquer, puisqu'il y a des variations typographiques, il y a une vraie mise en page, il y a des mots qui sont mis en valeur et qui sont pas n'importe quel mot, etc. Voilà, par exemple, ralentissez, on l'a pas mis en grand parce qu'on s'est dit, oh là là, si on dit aux gens de ralentir, ça va pas leur plaire, mais par contre, on a mis respirer en grand parce que tout d'un coup, les sensations, c'était à la mode en ce moment, les émotions, tout ça. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui constitue une page, il a des intentions et ces intentions, elles sont visibles au premier coup d'œil. Maintenant, on peut montrer dans le petit panneau qui est en bas, ne sortez pas même en mer, allez un petit peu d'humour parce que ça fait toujours du bien, sauvez des vies, nous voilà donc sauveteurs, mais vous voyez bien que le décor qui est installé, ce sont des gens jeunes, plutôt jeunes, on va dire des quadras à peu près, pas les vieux qui sont casse-pieds comme moi, parce c'est à eux qu'on donne les vaccins et on prive les plus jeunes des vaccins, on a beaucoup entendu ce genre de choses. Vous voyez aussi que c'est une famille hétéronormée, un homme, une femme qui se tiennent la main dans un milieu tout à fait conventionnel. Bon, voilà, donc ça, ces écrits, ils s'adressent à une certaine partie de la population, mais en tous les cas, contrairement à l'oral où il faut attendre la fin du message pour savoir ce que la personne voulait dire, là, c'est devant nos yeux, on n'a qu'à regarder. Alors, par exemple, eh bien, tout le monde sait qu'on ne va pas présenter une lettre d'amour comme on va présenter une lettre administrative ou un poème, etc. Alors, je vous ai mis un texto là parce que je travaille beaucoup avec des services civiques et on discute beaucoup d'orthographe en ce moment. Alors voilà, donc j'arrive pas à dormir tellement tu hantes mon esprit, ma puce. J'ai jamais aimé comme je t'aime, tu m'as tout donné, je t'ai tout offert, tu es né pour moi, je vivrai pour toi, je t'aime, ma chérie. Bon, c'est presque poétique quand même aussi. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la différence entre le j'ai jamais, parce qu'il y a deux jeux là, mais vous voyez bien qu'il y a une différence qui a été faite. Il y a un G et puis il y a un J. Le je t'aime qui est privé de ses voyelles, et on peut tout à fait lire, mais si on avait privé l'expression des consonnes, on ne pouvait plus rien lire. La langue écrite est consonantique. On peut prendre des repères dans l'écrit par les consonnes, par les barres des consonnes, etc. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'accords de conjugaison, même presque pas du tout, sauf tu hantes. Moi, j'ai adoré ce S à hante parce que tout d'un coup, celui-là, il est important. Et puis, tout d'un coup, ce moi-là qui a été fabriqué avec un W, et voilà, et donc pas d'accent, rien du tout, mais en tous les cas, c'est clair, c'est précis, et ça peut se discuter avec la personne qui a écrit ça. En général, dans Je vivrai pour toi, souvent, moi, les étudiants que j'ai eus quand j'ai été professeur d'UFM mettaient un S à Je t'aimerai. Alors, je dis qu'il faut faire attention parce que si Je vivrai pour toi avec un S, ça veut dire qu'il y a des conditions. Tandis que là, c'est absolu, il n'y en a pas. Donc, on voit bien que le type d'écrit correspond au locuteur, à la situation, et que, évidemment, les choses ne fonctionnent pas de la même façon selon les
à côté de Christophe Tarkos, qui fait partie qui faisait partie, puisqu'il est décédé il y a une dizaine d'années, des poètes contemporains, c'est que bien sûr, aujourd'hui, la poésie contemporaine, moderne, je ne sais pas comment il faut dire, celle qui s'écrit aujourd'hui, ne va pas constamment à la ligne, ne met pas de majuscules à chaque ligne. On n'écrit pas les poèmes aujourd'hui, et même un peu avant aussi, comme on les écrit dans les récitations de l'école. Ce texte-là, c'est un carré. Tarkos a écrit beaucoup de carrés, allez voir ça, il y a des numéros de carrés. Cela ne débordera pas, cela ne peut pas déborder, cela ne débordera pas de ses bords, cela ne déborde pas, cela se dirige vers le bord, reste au bord, ça ne débordera pas. Il ne va pas au-delà du bord, cela ne déborde pas, ne déborde pas, cela reste jusqu'au bord. On a demandé à des enfants de remplacer cela par un mot. Et le premier mot qui est arrivé, c'est la douleur. Un enfant a dit la douleur. Eh bien, allez-y avec la douleur. Et si vous êtes en chagrin en ce moment, eh bien, ça marche. Hein. La douleur ne débordera pas. La douleur ne peut pas déborder. La douleur ne débordera pas, mais on voit qu'on essaye de la contenir, mais qu'elle va déborder. Autrement dit, la façon de fabriquer un écrit, la façon de lecture, c'est-à-dire tout ce que les enfants vont rater au moment de la première de l'apprentissage, il va falloir le reconquérir après, alors que c'est là, ça parle tout de suite, c'est tout de suite évident. Alors, à l'écrit, eh bien, les éléments sont simultanément présents sur un support signifiant dans une disposition qui ne respecte pas la chronologie de la parole. Moi, j'ai 2 comptes rendus de CA à faire pour la semaine prochaine. Je ne vais pas écrire strictement ce que j'ai enregistré. Je vais être obligée de modifier cette linéarité, de mettre des choses en avant, de mettre des choses après, de mettre des choses en exergue, de mettre des choses en valeur, de supprimer d'autres choses. Donc là, je vous ai choisi un extrait d'Ocapi qui montre à des enfants comment relooker le journal scolaire, mais en fait, ce n'est pas le relooker, c'est le rendre lisible. Et comment l'écrit est un langage pour l'œil, autrement dit, tout de suite les choses sautent aux yeux, tout de suite elles sont perceptibles. Et c'est ça que l'AFL dit qu'il faut, mais l'AFL, Charmeux, Lycème, etc., qu'il faut apprendre tout de suite, c'est cette mise en page, cette visualisation des choses. Donc l'écrit, c'est un langage visuel, ça s'explore par le regard et ça peut s'oraliser en certaines situations. Si on a envie de lire un texte à voix haute parce qu'il nous plaît, si on a envie de le lire à quelqu'un, si on a envie de le lire à voix haute parce qu'on ne le comprend pas très très bien. Mais c'est pas, l'oralisation n'est pas première, elle est circonstancielle. On peut lire linéairement, de gauche à droite, de bas en haut. On peut lire en diagonale. On peut commencer par le début, choisir son entrée dans la table des matières. On peut lire la première et la dernière phrase et puis se dire, bon, ça vaut pas le coup, je laisse tomber. Autrement dit, on voit bien que le lecteur, il a une attitude extrêmement flexible et que ça, si on ne l'apprend pas, encore une fois, dans les petites années, on se demande quand ça va s'apprendre et qu'est-ce qu'il va falloir désapprendre. Le livre, l'image que je vous ai mise à côté vient d'un livre qui s'appelle Sylvain note tout, où c'est un petit enfant qui note tout ce qu'il a vu dans le jardin, et quand sa maman lui demande si c'est bien amusé, il lui dit « tu n'as qu'à lire ». Voilà, elle est un peu perplexe. Alors, lire, après, c'est sélectionner. Moi, j'ai travaillé au Liban l'année On n'entend plus. Alors. Non, ok. On n'entend plus. Alors. Yvan, on t'entend plus. Ouais, j'ai l'impression que ça s'est déconnecté, qu'elle a été déconnectée. On va lui écrire. Voilà. Je ne sais pas si elle va suivre. Alors. Non, parce qu'elle, en plus, elle pense qu'elle parle. C'est marrant parce qu'elle est plus connectée, c'est. Elle y est là? Oui, là.
On essaye de l'appeler. Hein. Ivan, on n'entendait plus. L'écran partagé ne fonctionne plus, c'est normal. C'est moi qui l'ai enlevé, ouais. Donc, c'est des enseignants qui me demandaient de travailler sur les insectes. Est-ce que j'avais commenté cette diapositive ou non? Non. Non, non c'était au début de cette diapo, c'est bon, c'est là. D'accord. Et donc, quand on demande de travailler sur les insectes, les bibliothécaires adorent qu'on fasse cette demande. J'espère qu'il n'y a pas de bibliothécaires, elles vont m'en vouloir, parce qu'elles amènent tous les livres qu'elles connaissent sur les insectes. Mais ça ne nous aide pas, parce qu'on voit que le premier ne correspond pas, parce que les bêtes, ce n'est pas forcément des insectes, même si elles sont petites. Et d'ailleurs, on voit une araignée sur la page. Le deuxième livre, c'est celui qui va bien convenir, c'est Rustica, c'est le guide des jardiniers. Le troisième livre d'Owen Davey, qui est un des grands documentaristes aujourd'hui chez Gallimard, il en a fait beaucoup de livres sur les animaux, il ne conviendra pas forcément, pas du tout même, puisqu'il ne s'agit pas des insectes, mais d'une catégorie d'insectes parmi tous les insectes. Est-ce que la diapo est passée? Oui, c'est bon. Bon. Et donc, le livre de Émilie Vast, qui a l'air bien, il ne convient pas à cause de l'araignée qui est à côté, mais ça ne suffit pas. Il ne convient pas aussi parce que quand on tourne la première et la deuxième page, on va voir que ce qui va s'affronter entre ces deux bêtes, c'est le système de production. L'abeille travaille en commun, tandis que les pères travaillent pour elles seules. C'est le système individualiste, on va dire communiste et capitaliste, j'ose pas dire ça. Et donc ensuite, le dernier livre sur cette diapositive, c'est un livre qu'on n'aurait pas trouvé dans les années 70-80, puisqu'on n'était pas en train de protéger les insectes, on était en train de les tuer sur les pare-brises de nos voitures et de les éliminer de toutes les façons possibles. Aujourd'hui, il n'y en a plus sur les pare-brises, et aujourd'hui, les livres qui sortent, ce sont des livres sur la biodiversité, et donc sur comment fabriquer des gîtes pour les insectes. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi des livres très pertinents sur les insectes qui donnent des informations vraies, mais qui le font avec humour. Un livre de Philippe Corentin, et puis ce livre qui s'appelle Quoique bzzz, où on a un petit peu un discours à la Jean Tardieu, et où néanmoins on voit comment des insectes vont s'y prendre pour faire mourir une plante. Cette chose-là vont s'y retrouver. Et ce n'est pas tout à fait fini, puisque il reste la poésie. La poésie va dire un certain nombre des insectes et des hommes, mais d'une façon qui va demander au lecteur un grand travail de décalage et de saut dans la langue. Je te blatte, je te sétoine, je te cicindelle, je te grillonne, je pierride, je te scorpionne, je te bombixe la ronce et le mûrier, je te frelonne et refrelonne, je te coccinelle, je t'éphémère. Tu m'ensphinx, tu me lucanes, tu me phasmes, tu me verluissannes, tu me libellules, tu me belle dame, tu me guêpes, tu me manques très religieusement, tu m'enveuves noire. Je cafarde, je tarentule, je me mouche. Voilà, si ça s'appelle pas avoir le cafard ou le bourdon par rapport à un chagrin d'amour quelconque, eh bien, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on voit bien que, contrairement à ce que pense M. Blanquer, qui a déclaré la semaine dernière qu'il a été dans un CP dédoublé, que le 10 enfants savaient lire, eh bien non, parce que si on ne fait que déchiffrer, on voit bien qu'on passe à côté de toute cette richesse qui est en train de s'exprimer dans la littérature de jeunesse. C'est pourquoi l'AFL a repris à son compte une phrase de Alice au pays des merveilles, qui dit à un moment, prenez soin du sens, les sons prendront soin d'eux-mêmes. Ce qui va être déterminant, c'est le sens de la lecture, pourquoi on lit, quel ouvrage on a choisi, le sens que l'auteur est en train de mettre dans son écriture, et on voit bien que c'est un travail de relation et non pas un travail simplement de décodage.
Deuxième proposition, engager la responsabilité individuelle et collective. Je ne vous mens pas qu'en étant à l'AFL, c'est la proposition qui m'a toujours le plus embêtée, que j'ai du mal à comprendre. On retrouve cette proposition des fois chez Jacques Rancière, on la trouve chez Pierre Bergourgnoux, on va dire que c'est une proposition marxiste, et je ne sais pas si je vais être bien en mesure de la défendre correctement, mais en tous les cas, sur le terrain, ça résiste. On va dire qu'aujourd'hui, on parle du plaisir de lire. Partout, la lecture, c'est du plaisir. Donc, je vous ai mis, on met souvent des filles. Hein. J'ai cherché un garçon qui était heureux de lire, je n'en ai pas trouvé, mais bon, je n'ai pas pris beaucoup de temps. Donc, autrement dit, on présente la lecture comme une activité d'esthète qui va goûter la solitude dans les plaisirs intimes, etc. C'est absolument révoltant parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont du plaisir dans la lecture, et tant mieux, mais ça, à la limite, on va peut-être dire que ça ne nous regarde pas et qu'on peut aussi lire par des plaisirs. Moi, je lis souvent par des plaisirs, des rapports de recherche, des textes théoriques, des choses comme ça qui me sont absolument nécessaires, mais franchement, ça ne me fait pas plaisir au moment de la lecture. Et quand on fait une enquête sur la lecture, la dernière qui vient de sortir du ministère de la Culture, les Français, la synthèse de 2021, donc, et la lecture, eh bien, on montre toujours ce que lisent les gens quand ils lisent des livres, quand ils lisent des journaux. Regardez, moi j'ai lu ce rapport, ça fait partie des rapports qui ne font pas plaisir. Et on se focalise complètement, et beaucoup quand même, sur la lecture de fiction, la littérature. Alors que Jean-Claude Passeron avait déjà déclaré dans les années 70, la lecture, ça sert à tout. Ça sert au bricolage les plus petits de l'existence, les bricolages quotidiens, comme aux choix les plus récurrents d'une vie. Métier, délassement, exercice du moi. Autrement dit, moi, à l'AFL, on construit un hôpital, un service d'urgence à l'hôpital en bas de chez nous, et ça fait 3 ans. Et depuis 3 ans, on va voir les ouvriers et on essaye de voir ce qu'ils lisent. Et bien, le soir, quand ils ont envie de se délasser, c'est pas forcément un livre qu'ils prennent. Leur travail est assez fatigant. Par contre, dans la journée, on les observe d'en haut et ils n'arrêtent pas de lire des plans, des carnets, des tas de choses. Et ça fait leur vie, c'est absolument important. Et cette lecture-là, comme par hasard, elle disparaît complètement des questions, ou en tous les cas des réponses des gens, parce que les gens sentent que ça, c'est pas de la lecture. Alors, il faut revenir, et là, je vous renvoie à Pierre Bergougnoux qui a fait sur France Inter la semaine dernière, lundi, dans l'heure bleue, une belle déclaration, mais dans les actes de lecture, la revue de l'AFL, il y a 3 pages de conférence sur ce sujet. Les hommes habitent la planète depuis 200 000 ans à peu près, je ne sais pas, ça évolue, mais en tous les cas, il n'y a que 6 000 ans qu'on écrit. Alors on peut se demander ce qui a pu se passer pour que des êtres humains qui se voyaient, qui se côtoyaient, etc., ont mis tellement de temps à inventer ce système. Et quand on parle de lecture, alors que nous on parle de plaisir, etc., non, l'écriture n'est pas née pour écrire des romans d'amour ou des lettres administratives, enfin si administratives, oui, elle est née pour des transactions économiques. Autrement dit, quand les hommes ont eu besoin d'exploiter d'autres hommes pour travailler, alors ils ont eu besoin de les contrôler, alors ils ont eu besoin d'un outil qui servait à contrôler les entrées, les sorties des denrées, le fait qu'on ne vole rien, etc. Donc l'écriture, dit Pierre Bergougnoux, est la fille de l'esclavage. Donc, je vous ai mis une première écriture dessous, mais en dessous, juste pour la littérature de jeunesse, je vous ai mis Béatrice Poncelet qui fait un excellent travail de mise en page avec, voilà, sur la manière de se servir de cette matière de l'écrit. Donc, l'écriture d'Bergougnoux est fille de l'esclavage et il décrit bien comment l'opulence et l'honneur appartenaient à une caste minoritaire et la manipulation des symboles matériels à une poignée s'en remettait à apporter des informations aux puissants. La majorité de l'humanité n'était concernée ni par l'opulence, ni par l'honneur, ni par la manipulation des symboles matériels. On voit bien que l'apprentissage de cette écriture, qu'on appelait cunéiforme au début, est passé de quelque chose de très symbolique, on va dire de très, pas symbolique, de très concret, représentatif. Autrement dit, le A, c'était la tête d'un bœuf, le B, c'était une maison, le C, c'était le cou d'une chamelle, à un système beaucoup plus abstrait. Et c'est incroyable de pouvoir dire que le plus simple, c'est la lettre. Le plus abstrait, le plus élaboré et le plus complexe à atteindre, c'est la lettre. Et c'est justement par ça qu'on commence avec les enfants.
Donc, alors là, je vous envoie, mais je vous mettrai toute cette bibliographie aux travaux de Jacques Goudy, qui a bien montré dans la raison graphique que quand l'écriture est apparue, elle a déplacé le langage de l'ouïe au visuel, du fugace, quelque chose qui s'en va, qui peut s'oublier, au permanent, qui ne s'oublie pas et peut se consulter. C'est une transformation extraordinaire qui s'est passée dans les sociétés qui ont choisi d'écrire. C'est une mutation cognitive, c'est une autre façon d'organiser, de concevoir le sens. Dès que quelque chose est écrit, je peux revenir en arrière, vérifier, etc. Quand je suis à l'oral, je suis dans la dépendance de celui ou de celle qui s'exprime. C'est votre cas en ce moment. Donc là, je vous ai remis un petit exemple magnifique. Ce livre, c'est Quacquebuzz de tout à l'heure, où on voit bien l'énergie que vont mettre ces insectes à détruire cette plante qui va essayer de grandir. Quand on a choisi d'alphabétiser les enfants, eh bien, on a choisi de les refaire passer par l'oral, c'est-à-dire de court-circuiter au début le visuel pour arriver à une oralité, une oralisation qu'on devra oublier par la suite. C'est ce processus d'oralisation. Ça marche toujours ? Oui, pardon. Et de manière à retourner à quelque chose qui n'est plus oral. Donc, à partir, alors là, il faudrait une semaine, donc on ne l'a pas, mais à partir de ce moment-là, on voit bien, et moi j'ai été enseignante dans tous les niveaux de l'école primaire, enfin maternelle, élémentaire, eh bien on voit bien que les enfants, qu'il y a des enfants qui traînent jusqu'au bout, et moi je travaille beaucoup en collège en ce moment, qui sont à une alphabétisation toujours laborieuse, et que cet apprentissage qui part exclusivement de l'oral, qui cherche l'oral sous l'écrit, eh bien fait en sorte que ceux qui vont arriver à dépasser cette relation sont ceux qui sont déjà partis dans les extrapolations dont je parlais tout à l'heure. L'illustration est bien sûr de Claude Ponty, d'Ambrotti. Donc, apprendre à lire, c'est transformer le partage du pouvoir. Apprendre à lire, c'est pas être assis à une table, attendre qu'on nous dise ce qu'il faut faire, prendre notre cahier quand on nous dit de prendre notre cahier, ouvrir notre livre quand on nous dit d'ouvrir notre livre. C'est partager le pouvoir, partager l'implication et la responsabilité collective et individuelle. C'est la pédagogie de projet, c'est tout ce que Freinet a très très bien décrit, c'est tout ce que le GFEN défend ardemment, mais aussi les Francal et CMEA dans d'autres domaines que le domaine de l'école. Autrement dire, c'est ça qui résiste le plus, et quand on voit moi, je vais beaucoup dans des CP de 10 élèves. On a souvent l'impression que les enfants posent énormément de questions au maître ou à la maîtresse qui est disponible, qui est plus disponible que s'il y avait 25 élèves, et que du coup, on assiste à une sorte de préceptorat et on squeeze, on court-circuite les relations inter-individuelles. Donc, c'est ce qui a fait dire à la Eiffel qu'une démocratie ne peut pas se contenter de 20 ou 30% de lecteurs. C'est à peu près ce que faisait l'école quand moi j'étais en 6e, puisque je suis rentrée en 6e en 61. En 61, il y avait un concours pour rentrer en 6e et on prenait environ 20% à 30% d'une classe d'âge qui pouvait entrer au collège. Et cette population-là était une population qui se débrouillait avec de l'écrit, puisque la plupart des épreuves se passaient à l'écrit, alors qu'au certificat d'études, 3 ans plus tard, les enfants avaient 14 ans au lieu de 11 ans, eh bien, beaucoup de questions sur la lecture se passaient à l'oral. Donc, on voit bien que ce genre de propos nécessite une formation de formateurs, mais de toute façon, tous les domaines de l'école, de haut niveau. Et c'est cette formation qui est mise à mal. Et on peut dire que quand on ne met pas l'accent sur la formation des enseignants, des médecins, de tous les professionnels, des maçons, etc., eh bien, on se prive d'un résultat. Donc, la formation des enseignants, c'est en lecture, écriture, mais ailleurs, c'est une formation de haut niveau. Là, je vous ai mis un collègue d'Arcachon avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Frédéric, et qui, toute sa classe fonctionne en projet avec les enfants, etc. Nous avons beaucoup travaillé avec les professeurs de PS, parce que les professeurs de PS sont en général tous des grands pratiquants, au moins d'un domaine, ou de 2 ou de 3, et ils s'appuient
sur cette pratique qu'ils ont, qui est une pratique de haut niveau, pour aider les pratiques débutantes des enfants. Autrement dit, c'est pas rien que d'aider un enfant à apprendre à lire, comme c'est pas rien de l'aider à nager, comme c'est pas rien de l'aider à marcher, etc., ce que font les parents très très bien. Quand on accompagne les enfants, au lieu de leur prévoir le travail tous les jours et tout ce travail qui a été fait, pas par tout le monde, il y a des classes qui ont fait autre chose, mais ces quantités de documents qui sont arrivés dans les familles pendant le confinement où il fallait faire des exercices et faire des exercices, on se prive d'une chose importante, c'est de l'erreur. Et les erreurs renseignent sur les stratégies. On voit quelles sont les représentations des enfants, quelles sont les confusions, quelles sont les lacunes qu'ils ont. Et souvent, une erreur, ça révèle des sens insoupçonnés. Quelque chose, on voit bien à travers l'erreur comment les enfants, ce qu'ils ont compris, comment ils font, et c'est pas toujours un malentendu, comme on dit. C'est souvent une autre manière d'aborder la question. Donc ici, c'est un texte d'une école de Genève où les enfants font un travail de réécriture et la plupart des brouillons sont affichés parce que les brouillons, c'est le travail, voilà, tout le cheminement qui a été nécessaire pour faire advenir un texte. Et donc, c'est une œuvre d'art, pratiquement, un peu comme un manuscrit, pas un peu, un manuscrit d'écrivain. Un enseignant, il doit faire une lecture référentielle. Quand il va lire de la littérature, mais aussi du documentaire, mais je n'ai pas choisi le documentaire aujourd'hui parce que c'est un peu plus compliqué pour moi à démontrer, ça prend plus de temps. Mais par exemple, quand on voit que Corentin commence son livre Mademoiselle Sauve qui peut par Il était une fois une petite fille la plus espiègle qu'on eût pu voir, il s'appuie complètement sur la première phrase de Perrault, Il était une fois une petite fille de village la plus jolie qu'on eût su voir. Si Corentin n'a pas mis le village, c'est qu'il le dessine. Il y a donc un autre langage qui fonctionne et les deux langages n'ont pas à être redondants comme la plupart du temps dans les albums. On nous parle d'une maison, on voit la maison, etc. Si Corentin n'a pas dit qu'elle était jolie, c'est parce qu'elle n'est pas jolie, sa petite fille, enfin, pas très jolie, et qu'en même temps, elle est terrible. Et comme elle est terrible, il a remplacé l'adjectif jolie par l'adjectif espiègle. Et espiègle indique immédiatement la parodie. Et en même temps, s'il a enlevé le qu'on eût su voir et s'il l'a remplacé par qu'on eût pu voir, c'est pas simplement parce que c'est suranné, puisqu'il a gardé la même forme verbale, mais il a changé le verbe et il a pris un verbe, le verbe pouvoir qui se retrouve dans le nom de cette petite fille, sauf qui peut. Et on va voir que cette petite fille a un sacré pouvoir, puisque à l'époque où ce livre est sorti dans les années 90, MeToo n'était pas encore là, tandis que la petite fille s'est débarrassée du loup. Elle a refusé d'être dans son lit avec lui et elle lui a dit « Est-ce que tu me crois aussi bête que le petit chaperon rouge ou quoi ?» Autrement dit, elle lui a dit « Les filles d'aujourd'hui sont averties, elles sont cultivées, elles ont lu. » Magnifique livre, et ça serait quand même dommage d'en rester au déchiffrement. Mais la lecture que l'on doit faire avec les enfants, c'est une lecture interprétative. Et ça, c'est une expertise qu'il faut acquérir, qui demande du temps. Je pense à La fourmi de 18 mètres de Desnos, que tout le monde connaît, que les enfants disent quand ils sont tout petits. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Traînant un char plein de fourmis et de canards, ça n'existe pas. Parlant français, latin et javanais, ça n'existe pas. Excusez-moi d'avoir saccagé ce texte. Quand on connaît Desnos, quand on sait le combat qu'il a mené contre les nazis, quand on sait qu'il a été interné et qu'il savait qu'il allait être en camp de concentration, quand on sait qu'il est mort en camp de concentration, quand on sait tout ça, on sait qu'il a produit Chantefleurs et Chantefables alors qu'il savait qu'il allait bientôt être emmené et sans doute mourir. Et donc, il a décidé de fournir des textes pour les enfants. Et malheureusement, on se souvient beaucoup plus de ces textes-là que d'autres textes qu'il a écrits, donc je vous invite à le relire. Et quand il choisit La fourmi de 18 mètres, eh bien, 18 mètres, c'est la taille des wagons qui emportaient les gens en camp de concentration. Ces wagons étaient fabriqués dans une ville du Nord qui s'appelle Fourmi. Et quand ces wagons partaient, sur la tête de la locomotive, il y avait bien sûr de la fumée, le chapeau sur la tête. Ces wagons emportaient des gens qui étaient fourmis, qui étaient canards, qui étaient juifs, qui étaient communistes, qui étaient tziganes, qui parlaient toutes les langues du monde et qui avaient en commun de faire partie de la cible des nazis. Et maintenant, quand on relit ce poème,
en ayant l'information que je viens de donner, eh bien, on voit qu'on entend le train. Écoutez bien, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. On entend les roues tourner. On entend aussi l'Europe dire les camps de concentration. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. On l'entend dire encore aujourd'hui au passé. Et ça se termine par « et pourquoi pas », excusez-moi, je ne l'ai pas mis dans le texte. Et pourquoi pas parce que ça a existé, mais pourquoi pas, c'est le nom du bateau du commandant Charcot, le bateau qui va explorer les pôles. Eh bien, les hommes sont capables du pire et du meilleur. Le meilleur, c'est d'aller explorer le monde, de découvrir, apprendre, et le pire, c'est d'envoyer 6 millions de personnes à la mort. Tout ça existe dans la fourmi de 18 mètres. La question maintenant, c'est de savoir lire ce texte, et de pouvoir travailler ce texte avec des enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de choses? Et j'espère que vous avez des frissons parce qu'il faut quand même être un sacré artiste pour arriver à faire passer tout ça dans une toute petite fourmi. Alors, il ne s'agit pas d'être un exégète avec les textes des grands auteurs, il faut être un exégète avec les textes des enfants. Voici un carnet de lecteurs. Ce sont des carnets de lecteurs que je suis à Genève avec des enfants. Et chaque fois, alors je ne dis pas que c'est très bien ce que j'ai fait, mais il faut en corriger beaucoup tous les soirs, ça fait beaucoup de travail. J'essaye de faire une lecture experte du carnet, c'est-à-dire que j'essaye de montrer pourquoi je dis que c'est beau. Donc, j'essaye de montrer comment la page est organisée, le grand dessin, les couleurs qui ont été choisies, où le titre est placé, comment on a mis le résumé, qu'est-ce que c'est que le texte qui est là-bas au fond, parce que c'est l'enfant qui a fait la photo, donc la prochaine fois, il va falloir qu'il la fasse un peu mieux parce que j'y vois rien, mais etc. Il y a du dynamisme dans cette page. On a sélectionné des informations et franchement, ça satisfait la lectrice que je suis. Autrement dit, il faut prendre les textes des enfants comme des objets d'art, enfin, comme des objets aboutis en tous les cas, et en faire des lectures expertes, comme on peut faire une lecture experte de Flaubert, de Proust ou de Modiano. Lire, c'est donc une interaction, mais ça, on le voit partout. Hein. Je crois que Marie a dit à un moment, lire, c'est pas seulement décoder, mais quand on dit qu'il y a une interaction entre le sens et le déchiffrement, il faut juste savoir qui pilote quoi. Est-ce que les deux opérations sont à égalité ou est-ce qu'une pilote l'autre? Pour nous, ce qui pilote, c'est le sens. C'est d'abord le sens, mais le sens visuel, le sens, la direction, l'orientation, etc. Et c'est à l'intérieur de ce pilotage que les opérations, on va dire, plus, comment dire, plus basses, c'est pas le mot, mais plus détaillées vont pouvoir se faire. Du coup, pour pouvoir lire comme ça avec les enfants, il faut avoir des livres. Et donc, il faut en avoir beaucoup et il faut disposer d'un réseau de lecture. Il existe des lieux de lecture dans la cité, dans le quartier. Alors, il n'en existe pas toujours, on en parlera tout à l'heure. Mais en tous les cas, dans beaucoup d'endroits, il en existe. Simplement, ces lieux de lecture, librairies, bibliothèques, bibliothèques de l'école ne fonctionnent pas ensemble. Donc, la première chose, disait Jean Foucambert, c'est qu'il faut que tout lecteur puisse avoir un accès libre à tous les écrits, enfin au maximum des écrits. Parce que lire, c'est être questionné par le monde et soi-même, par soi-même. C'est savoir que certaines réponses peuvent se trouver dans l'écrit. C'est pouvoir accéder à cet écrit. C'est construire une réponse qui intègre une partie des informations nouvelles à ce qu'on est déjà. Moi, je prends le bus et l'autre jour, j'ai vu un enfant de 6 ans lire avec sa maman la méthode de M. Blanquer. Et la première phrase, c'était Marion, je crois qu'elle s'appelait Marion, montre son potiron à tout le monde. Bon, c'était le on, donc le son. Et moi, l'enfant m'a regardé, je lui ai dit, ça se fait pas. Montrer son potiron à tout le monde, c'est quand même pas terrible. Et tout était de ce genre de choses. Cet enfant était fatigué, il pleuvait dehors. Et je pense que dans le but, tout le monde plaignait cette pauvre maman et ce pauvre enfant de lire des choses aussi insipides. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces textes-là? Betella, il me disait, si la lecture ne change rien à la vie d'un enfant, c'est pas la peine de lire. C'est criminel de faire ce genre de choses aujourd'hui. La Eiffel, dans sa dernière revue, a passé en revue cette méthode et dans un article d'Annie Janicot qui était au CDDP de Charleville-Mézières, je vous invite à y aller. Donc, il faut avoir accès aux écrits et il faut avoir accès aux écrits plurilingues. Nous avons des enfants qui parlent une langue, 2 langues, des fois 3 langues, des tout petits enfants, et quand ils arrivent à l'école, on les coupe
coupe de la première langue, on les coupe de la langue des émotions, on les coupe de la langue qui les a mis au monde, on les coupe de leur culture, on les coupe de leur identité. Il y a aujourd'hui un grand mouvement qui travaille sur l'éveil aux langues et l'idée d'inviter les parents, surtout les parents des milieux populaires, parce que les parents des milieux nantis ou privilégiés le font naturellement, on va dire, de parler la langue naturelle, la langue familiale. Donc là, je vous ai mis un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chris Houghton et qui écrit, ses livres sont traduits dans plusieurs langues et en plus sur Internet, il a mis beaucoup d'activités autour des albums et donc essayer de mélanger ces langues-là, de les inviter, de les métisser. Et je vous ai mis, et je vous mettrai à la fin les références. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui travaillent sur le plurilinguisme. Et aujourd'hui, il y a Rue du Monde qui fait ça depuis très très longtemps. On peut le remercier, Rue du Monde, qui fait un énorme travail en poésie et en plurilinguisme. Et puis une nouvelle maison, pas nouvelle, mais elle est jeune, Le Port à Jauny, qui est une maison d'édition qui est franco-arabo-franco-française, qui travaille l'arabe et le français à Marseille. Elle est située à Marseille et qui fait un travail de grande qualité au niveau mise en page artistique et c'est vraiment très très beau. Et puis Ongfei, qui ne fait pas que des livres plurilingues, mais des livres sur l'Asie, etc. Il y a aussi une association qui s'appelle Dulala, d'une langue à l'autre. Je vous invite à aller sur leur site, vous allez voir, il y a une kyrielle de propositions très très importantes et surtout dans la petite enfance. Donc s'il y en a qui sont en maternelle ou qui sont en CP, CE1, c'est vraiment très intéressant. Et Dulala va présenter le 20 mai sur Zoom une nouvelle mallette qui a été faite, une mallette plurilingue qui est absolument prodigieuse, faite par des artistes, un matériel d'une grande beauté, voilà, et qui permet le développement de contes en plusieurs langues. C'est absolument prodigieux. Donc, il faut un maillage culturel auprès des enfants. Moi, quand j'ai vu arriver le premier confinement, je me suis dit, misère, il y a des enfants qui vont se retrouver non seulement dans des petits logements, mais sans livres. Donc, on est allé faire la razzia dans les bibliothèques de manière à ce qu'ils emmènent, parce qu'au début, les bibliothèques étaient fermées, ils emmènent une grosse quantité de livres à l'école. Et donc, on a été obligé d'aller voir des libraires qui ont prêté des livres, etc., d'aller dans les boîtes à livres que je vous ai mis sur l'image de droite. Donc, je vous ai mis en première image une des premières bibliothèques pour enfants qui a été créée à Clamart dans la région parisienne, la petite bibliothèque ronde par Geneviève Patte, les librairies des sorcières, qui sont les librairies spécialisées pour la jeunesse, et puis ces boîtes à livres qui circulent un peu partout, il y en a, voilà. Donc, alors, c'est pour cette raison que l'AFL a créé dans les années 80, début des années 80, les bibliothèques centres documentaires, de manière à ce que cette BCD soit le levier de transformation de l'école tout entière, que là se trouvent les écrits scientifiques, les écrits de la presse, les écrits du quotidien, les écrits littéraires, et que les parents soient invités, comme vous le voyez sur l'image qui ne vient pas d'une bibliothèque, mais d'un salon du livre, que quelque chose se passe autour de l'écrit dans ces BCD. Alors, les BCD, elles ont eu un grand succès dans les années 80 et manque de soutien de l'éducation nationale et de la culture, mais surtout de l'éducation nationale, elles ont périclité. On s'est souvent demandé, au lieu de faire 2 classes de CP avec 10 élèves, si on avait fait une classe de CP et une BCD, et si on avait réparti la foule des enfants à travers ce poste BCD libéré. Et je peux vous dire, pour avoir vécu dans une BCD de cette façon-là, on peut faire un gros travail, puisque de toute façon, tous les enseignants auraient continué à avoir le même nombre d'élèves, mais avec un moteur extrêmement important, qui est le moteur de la BCD. Alors, former un enfant lecteur, c'est le former à lire des livres, à emprunter des livres dans les lieux de prêt, et à acheter des livres, à se constituer une bibliothèque personnelle. Alors, c'est difficile à dire parce que un album coûte maintenant au minimum autour de 10 et 15 euros, quand il ne coûte pas 25 euros. C'est vraiment hors de prix. Et ça, il faut le dire aux éditeurs, il faut faire des livres beaucoup moins chers. Il faut donc, je ne sais pas, qu'on trouve des solutions parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Dans le métro parisien a circulé ces derniers temps cette affiche « Votre livre juste en bas de chez vous ». Or, vous voyez que le chez vous, il est très citadin, très centre-ville, très cool, très tranquille, voilà. Et pour l'instant, j'en parlais tout à l'heure, il y a des déserts culturels. Alors, pas en Seine-Saint-Denis, on a de la chance, il y a un très bon réseau de bibliothèques, mais dans des milieux ruraux parfois, ou dans des petites villes, etc.,
Il n'y a pas de libraire, les maisons de la presse disparaissent. À Paris, les kiosques à journaux disparaissent les uns derrière les autres. Je crois que c'est une bagarre à mener, pas seulement pour les libraires, pas seulement pour les lettrés, mais aussi pour que les gens qui achètent les journaux pour jouer au tiercé ou etc. puissent trouver aussi les écrits dont eux, ils ont besoin. Alors qu'on a beaucoup entendu les lettrés se plaindre de l'absence d'ouverture de bibliothèque, de librairie, ce qui faisait dire à mon voisin, mais moi, mon café est fermé, je ne peux plus aller boire mon blanc limé le matin, et ça, personne n'en parle à la radio. Alors, une des choses qu'il va donc falloir faire et que nous essayons beaucoup de faire dans les centres de loisirs, c'est que chaque fois que l'enfant fait une activité, ici j'ai choisi le sport, que l'on puisse lui montrer qu'il y a des livres qui parlent de ça. Donc on travaille dans les centres de loisirs l'été, c'est pas toujours facile. Et j'ai vu un monsieur qui était coach de boxe, il est très coach, très professionnel. Et tout d'un coup, on est arrivé le lendemain avec une valise pleine de livres qui parlent de la boxe. Alors, Champion de Gilles Rapaport, Brindille, d'une petite boxeuse qui ne voulait plus se faire agresser dans sa cité. Et on les a mis dans le lieu où les enfants étaient en train de pratiquer de la boxe, ce qui fait que chaque fois qu'ils ne boxaient pas, qu'ils se reposaient ou que ce n'était pas leur tour, etc., ils prenaient ces livres et donc ils voyaient des choses qu'ils étaient en train de vivre. Autrement dit, la lecture, elle doit être liée à l'expérience, proche de l'expérience. La deuxième image que je vous ai mise, elle est toute nouvelle. Elle vient d'être faite par un graphiste pour nous, puisque nous travaillons dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques avec des enfants collégiens, mais école primaire aussi, cycle 3, sur l'entraînement en lecture et l'entraînement en sport. Autrement dit, qu'est-ce que les athlètes de haut niveau ont à apprendre aux enfants et aux professeurs qui sont là sur la façon de garder la motivation, sur le type d'exercice à faire, sur le type voilà. Donc, le graphiste qui a travaillé sur cette affiche s'appelle Jacques Chenives et il a appelé sa petite jeune fille, qui est donc handicapée, Olympe. Évidemment, Olympe des Jeux Olympiques et Olympe de Gouges aussi. Donc, il n'y a pas de formation intellectuelle sans activité de production. Il faut être engagé dans des activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient technologiques, quelles que soient ces activités artistiques, de manière à trouver les livres qui correspondent à ce qu'on est en train de faire, les livres ou les écrits, peu importe, ça c'est Internet, etc. Autrement dit, la lecture est liée, il doit être lié dès le plus jeune âge à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on est en train de faire, de manière à entrer dans l'ensemble de la vie de l'enfant et pas simplement au moment de la lecture par rapport à un écrit qui est de l'oral transcrit et qui n'est même pas écrit, parce que la plupart du temps, montrer son potiron à tout le monde, c'est pas écrit, quoi. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors, ça a l'air bien de dire les choses comme ça, enfin je ne sais pas si vous trouvez ça bien, mais en tous les cas, on se dit, bon d'accord, ok, on a une bibliothèque, elle est reliée à la bibliothèque municipale, à la librairie, au CDI, etc. Est-ce que ça va suffire? Ben non, ça ne va pas suffire, parce que ce qui est écrit, ce qui est produit pour la jeunesse et pour les adultes, c'est un produit commercial. Même Modiano, même Proust, même Bergogneau, tous les livres qui sont écrits sont des livres commerciaux, alors qu'on pense souvent que c'est Walt Disney qui est commercial. Non, tout est commercial. Et puisque cette littérature vient de la société et produit pour être vendue, eh bien, elle va représenter les dominations qui sont véhiculées dans le monde, et notamment, elle va véhiculer comme représentation, eh bien, on voit bien, alors ça a été fait aux États-Unis, mais ça pourrait être fait chez nous aussi, c'est au Canada, je crois que ça a été fait. 1% des personnages de la littérature pour enfants sont des gens qu'on appelle de la First Nation, voilà, les Indiens d'Amérique. 5% sont des Latins, 7% des Asiatiques, 10% des Africains, 27% des animaux, 27% des animaux et 50% des whites. Et vous voyez que le white, il est mâle en plus, voilà. Donc, bien sûr, ça va toucher les catégories, enfin les continents, hein, donc ceux qui n'ont pas de vaccin, par exemple, vous êtes sûr qu'ils ne sont pas représentés dans la littérature, ceux qui sont déjà vaccinés, ils y sont. Ça va rejoindre des questions de genre aussi, des filles et des garçons. Les garçons sont des héros massivement encore aujourd'hui. Et puis, ça va rejoindre aussi la vision qu'on a des animaux, puisque les animaux sont si présents.
Donc, si j'ai mis une affiche de l'INSPE de Lyon, c'est parce qu'ils travaillent dans cet endroit. Christine Détrez, je crois qu'elle est intervenue dans certaines de vos sections, qui fait un travail remarquable sur le genre, hein, sur les filles et les garçons, notamment dans les documentaires scientifiques. Je vous invite donc vraiment à aller la voir. Je vous mettrai son nom. Donc, ça, si j'oublie de mettre son nom, ça s'écrit D-E-T-R-E-Z. D-E-T-R-E-Z. Elle s'appelle Christine. Allez voir ses vidéos sur Internet. C'est joyeux. Voilà, c'est ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, mais qu'il faut que ça soit joyeux, que le printemps arrive. Hein, en tous les cas, il faut y croire. Alors, pour les animaux, bah, c'est passionnant parce que quand on regarde quels sont les animaux les plus souvent représentés, eh bien, ça c'est Babelio qui a fait ce pourcentage. On voit que les insectes dont je parlais tout à l'heure n'y sont pas du tout. Je crois qu'il y a une petite coccinelle qui n'en même pas, qui doit se balader par là. Mais on voit bien que les animaux qui nous intéressent, ce sont ceux qu'on ne peut pas écraser. Hein. C'est les mammifères, c'est ceux qui ont des choses en commun avec nous. Il va donc falloir, avec les enfants, faire des observatoires, observer ce qui se passe, et pas simplement au sujet de ce que je viens de dire, qui est assez facile. On va dire que c'est les représentations du genre, des classes sociales, tout ça, mais bien les censures que les enseignants, et j'en fais partie, hein, que les enseignants opèrent eux-mêmes, à savoir, on ne met pas de livre de Dora l'exploratrice dans l'ABCD, pas trop de Barbie non plus, pas tellement de Walt Disney. Autrement dit, nous exerçons une censure de classe, on va dire. Autrement dit, tous les livres que nous ne jugeons pas dignes d'être lus ne sont pas dans la bibliothèque de l'école. Manque de peau, il y a des enfants qui les ont, ces livres, dans leur famille, et ces livres leur ont été offerts par des gens qu'ils aiment. Et quand je vous ai parlé de Bernard Friot tout à l'heure, il disait que les livres que les enfants apportaient sont des livres offerts par un oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père, un père, une mère, etc. C'est-à-dire que le livre passe de lecteur à lecteur avec affectivité. Ne pas mettre les livres que les enfants aiment, qu'ils ont chez eux et qu'on aime autour d'eux, c'est leur montrer que ce qu'ils lisent chez eux n'est pas noble, c'est donc ignoble par définition. C'est une violence symbolique et nous l'exerçons, et je l'exerce régulièrement. Donc, on regroupe dans les bibliothèques ce que Bourdieu appelait la production restreinte, réservée à des lettrés, opposée à la grande production symboliquement discréditée. Donc c'est un vrai travail qu'il faut faire, ce qui nous fait dire que Jean Fauquembert a toujours écrit, on ne doit pas dire aux enfants, aux adultes, venez à la bibliothèque, venez voir comme c'est beau, mais un peu comme dans 160 millions de consommateurs, observez ce qui se passe dans les livres, analysez cette production et venez comprendre comment ça agit de toute façon dans votre vie. Autrement dit, la littérature et tous les modèles qui sont dans les livres pèsent terriblement sur notre façon de voir le monde. C'est pourquoi à l'AFL, je vous en ai mis le numéro 2 à côté, nous avons fabriqué des observatoires des écrits et nous avons travaillé dans ce... Alors les titres sont nuls comme... C'est pas possible d'être nul. Personne ne comprend ce qu'il y a dans ce livre avec le titre. Donc, je vous fais un sous-titre. Nous avons observé les princesses parce que c'était le sujet qu'avait choisi Montreuil. On n'avait pas compris pourquoi on choisissait dans les années 2000 encore les princesses et les princes. Et on a donc observé avec 500, 400. Donc, je crois qu'il y a Muriel qui est dans la salle qui a dû travailler sur ce sujet-là. Nous avons travaillé sur les princesses dans les livres. Qu'est-ce que c'est qu'une princesse? À quoi ça sert une princesse aujourd'hui? Sauf à faire suer tout le monde, et même presque elle a fait mourir son beau-père à force de l'avoir énervé. Donc, on a fait un vrai travail là-dessus, et donc moi je vous invite à regarder nos comptes Facebook, etc. De temps en temps, on fait des appels pour travailler sur des sujets donnés. Souvent, on travaille sur le thème du printemps des poètes, la beauté, on a beaucoup travaillé là-dessus, le désir cette année, etc. Donc, l'idée, ce n'est pas... Alors là, je vous mets un observatoire qu'on a fait sur Corentin. On a fait le bestiaire de Philippe Corentin. C'est-à-dire que, bon, c'est facile, Corentin, il a fait que 20 livres. Donc, on a lu tous ces livres, on a regardé chaque fois qu'il y avait des animaux. Et quand on a vu les animaux, on a essayé de voir dans quel livre il y avait des loups, dans quel livre il y avait des crocodiles, dans quel livre il y avait des lapins. Les livres où il y a le plus d'animaux, c'est le loup et le chien. Donc, on a listé les albums. On a essayé de montrer dans une photo comment le documentaire rendait compte de cet animal.
les dessins que Philippe Corentin faisait quand il dessinait un loup et comment un enfant de 4 ans, faisait ça en moyenne section, dessine lui un loup. Autrement dit, on a fait tout un observatoire, je peux vous l'envoyer par mail si vous le voulez, tout un bestiaire autour de Philippe Corentin. La question qu'on se posait, c'est donc, la bibliothèque centre documentaire ne doit pas politiquement réunir le meilleur de la publication, de la production, mais réunir tout l'échantillon le plus représentatif de ce qu'une société produit en direction de sa jeunesse. Et à partir de là, par observation, par utilisation dans les projets, par débat, ce sont les enfants qui vont devenir les propres censeurs de cette production, c'est-à-dire leurs propres critiques. Alors, voici la dernière petite carte. Tant que les lions, dit un proverbe africain, n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier les chasseurs. Donc, la question aujourd'hui des milieux populaires, la question des filles, la question des handicapés, la question de tous ces gens qui ne sont pas dans cette littérature, on n'a pas de chance de la voir arriver tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes les historiens de cette littérature, c'est-à-dire les observateurs, etc. Alors, ça veut donc dire qu'il va falloir écrire. Ça, on l'a déjà dit depuis très longtemps. Je vois dans des rapports quelque chose qui passe comme nouveau, qu'il faudrait écrire pour mieux fixer l'écrit, pour mieux lire. Ben non, ça a été dit déjà depuis des lustres. Et écrire dans la proximité des circuits courts, comme dans la map, hein, c'est-à-dire aller chercher les légumes à côté de chez nous. Et bien là, on va produire, là, entre nous d'abord, apprendre à voir comment fonctionne l'écrit. Produire entre nous, ça veut dire, c'est Steele, l'écrivain, qui disait ça, partir de l'exception, notre classe, notre petit groupe, à la règle, à la littérature en général. Et tout ce qui se passe entre un groupe d'individus va se retrouver dans la littérature à tous les coups. Donc, produire à partir de notre vie, puis montrer des livres qui ont été produits à des milliers de kilomètres ou à des centaines d'années de là, c'est se donner les moyens d'élaborer un point de vue et de se retrouver face à de nouvelles questions. Parce que les livres ne donnent pas de réponse aux questions, les livres fournissent de nouvelles questions à partir des questions qu'on était censé résoudre grâce à eux. Alors, ces images-là viennent d'un réalisateur qui a fait nos DVD, qui a fait 5 DVD qu'on a fabriqués à l'AFL, et on voit l'intérêt des enfants là dans les yeux, dans le corps, à partir du moment où ils explorent eux-mêmes les choses. Alors, pour ça, nous faisons donc des circuits courts. Je vous dis, ça rejoint complètement la map. Hein. On fait des circuits courts de production, c'est-à-dire qu'on écrit tous les jours à partir d'un élément, d'un événement de la vie quotidienne. Je vous ai mis à gauche un journal. Alors là, il était bien fait parce qu'on avait des sous. On a donc embauché une graphiste. Et quand on a travaillé sur Desnos, on a donc fait un journal qui s'appelait Le Pourquoi pas, lié à au poème de la fourmi, qui n'est pas un poème, mais un grand poème. Et bien sûr, les outils du lecteur sont les carnets. Il faut des carnets de lecteurs, il faut que les enfants puissent écrire des affiches, des carnets, etc. C'est-à-dire qu'il faut faire retour sur l'expérience, même un tout petit retour, c'est pas grave, c'est comment l'écrit prend de la distance et l'écrit nous permet de regarder, de faire un écart avec le quotidien. Alors, nous avons fait ça. Vous pouvez aller sur notre compte Facebook. On est très fiers hein, parce on est sur Zoom et même sur Facebook. On ne sait pas où on va finir. On a essayé de montrer aux enfants que pour parler, on a les mots, voilà, c'est linéaire, hein, la parole est linéaire, alors qu'à l'écrit, on a des dispositifs spatiaux complètement différents. On a des listes, on a des graphiques, on a des schémas, on a des tableaux, on a des textes. Donc, livre de Émilie Vast, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Plantes vagabondes, on a regroupé tous les moyens, tous les dispositifs spatiaux qu'avait utilisé Émilie Vast pour raconter ce qu'elle avait à raconter, c'est-à-dire à gauche une liste, ça c'est la liste qu'a choisie Émilie Vast, mais on a aussi un petit carnet qu'on s'est fabriqué en haut, mais on a aussi des mots qu'on a appris qui étaient nouveaux, des mots scientifiques, hein, puisqu'ils se terminent tous par Chorie, C-H-O-R-I-E, qui veut dire se déplacer par quel moyen. Ces mots, comme on ne les connaît pas bien, qui sont scientifiques, qui sont difficiles, on a donc bien isolé le mot qui les regroupait. On les a mis dans une enveloppe qu'on a à peu près fermée, mais pas tout à fait, parce qu'ils sont en train d'entrer dans notre cerveau, mais tant qu'on ne les aura pas utilisés et réutilisés, ces mots, on risquera de les oublier. Mais on n'a pas que ça, on a donc, je pense que j'ai
oublié une diapo, c'est pas grave, je vais revenir là. On a aussi en haut des schémas. Et puis, chaque fois qu'on utilise un sujet et que c'est possible, on met un élément concret, surtout quand on est avec des jeunes enfants. C'est-à-dire que là, dans des petits carnets, dans des petits plastiques, on a mis des graines, on a mis une plante, une graminée qu'on est allé choisir. Et les étiquettes que vous voyez en bas, les belles étiquettes, alors ça, c'est ce que les enfants préfèrent, c'est les livres qu'on a lus à ce sujet. Donc, d'un côté, on met le titre, l'auteur et l'éditeur, et de l'autre côté, on met une phrase de résumé par rapport à ça. Et ensuite, on écrit. On écrit en essayant d'utiliser tous les outils, tous les dispositifs spatiaux qui sont à notre disposition. Et après, il faut réécrire. Alors, ça, c'est un énorme travail. Je reconnais que ça peut décourager. Mais on demande aux enfants de garder leur brouillon entièrement, tout leur brouillon, parce que pour écrire un texte, il va en falloir, on leur dit au moins 7 ou 8. Et de les garder, donc par exemple, pour écrire à partir de Desnos, cet enfant a choisi de parler de la guerre. Il a choisi des expressions, il a choisi des fleurs, il a choisi des fleuves ou des rivières qu'il a lues dans les textes de Desnos. Donc, il a fait ce que Claudette Auriol-Boyer appelle, avant d'écrire, je commence à prescrire. C'est-à-dire, je lis, et à partir de ce que je lis, je prends des notes, et ces notes, je vais commencer à les réécrire, les réutiliser. Puis à côté, vous voyez, c'est tous les brouillons qu'il a mis. Et le trombone. Moi, j'insiste beaucoup sur tous ces petits outils. Les trombones, les agrafes, les post-it, etc. Ça, ce sont les outils de l'écriture en tant qu'activité concrète et non pas activité purement intellectuelle. Donc là, avec ce trombone, il y a au moins 7 ou 8 brouillons qu'il a fait. À droite, on a bien lu ce qu'il avait fait et on s'est dit, tiens, dans l'œuvre de Desnos, les 3 poèmes qui pourraient t'aider à améliorer tes textes, alors qu'on a mis des annotations, ça pourrait être les 3 poèmes qu'on t'a collés ici. Et au milieu, tu as une place vide. Tu vas donc aller de la gauche, tes ébauches, à la droite, les œuvres publiées par Desnos, et au milieu, tu vas mettre ce que tu as tricoté entre les deux. Tu vas faire une fois un essai, 2 essais, 3 essais. Quand tu es sûr de toi, Desnos emploie le mot paraffer, que c'est les hirondelles qui paraffent le ciel. Et donc, tu vas paraffer, c'est-à-dire que tu vas devenir auteur de ton texte. Tu vas dire, c'est bon, j'arrête là, mais je suis auteur de cette chose-là. Ça réjouit complètement les enfants. Ça ne réjouit pas tout à fait les enseignants parce que ça prend énormément de temps. Mais bon, avec un bon verre de rouge ou de blanc et puis une bonne musique derrière, ça peut faire des belles soirées quand même, hein, pour les cas. Et puis surtout, si on s'y met à 2 ou 3, c'est encore mieux. Voilà, ces brouillons, on les affiche parce qu'ils sont trop beaux, on met des petites étiquettes, on met plein de choses. Voilà, donc vous voyez à gauche, tu es parti de ça, tu es arrivé progressivement à ça, et vous voyez au milieu, en bas, appose ici ta signature quand tu estimes que ton texte est fini, paraphe comme l'hirondelle. Les mots des poèmes ne restent pas dans les poèmes, les mots des poètes reviennent dans notre vie en permanence, et là, j'aurais plein de choses à raconter là-dessus puisque je travaille beaucoup sur la poésie avec les enfants. C'est donc à plusieurs qu'on apprend à lire tout seul, à écrire tout seul, et dans ce plusieurs, il y a les morts. Excusez-moi de vous dire ça, mais autrement dit, il y a Desnos, il y a tous ceux qui ont écrit bien avant nous, etc. Patrimoine. C'est dans ce patrimoine qu'on va pouvoir écrire à l'oral et ensuite on les met sur du papier, on trafique, on malaxe, on travaille à l'intérieur de l'écrit, dans l'écrit, et c'est de cet écrit que va sortir notre texte. Donc, ça marche, on est passé à la diapositive. Voilà. Donc, on a fabriqué, on a conçu une plateforme d'entraînement à la lecture savante qu'on a mise donc sur Internet, qu'on a faite pas cher du tout. C'est 4,50 €, 40 heures d'entraînement pour un enfant, si on s'en sert collectivement, c'est-à-dire à partir de 10 licences. C'est une plateforme qui est difficile, mais qui va mettre en œuvre tout ce que je viens de raconter depuis tout à l'heure. Au début, il faut une prise en main. C'est quelque chose de difficile, on ne le cache pas, mais on a dit que la lecture, c'était une activité de haut niveau, comme toutes les activités humaines, hein, ce sont des activités de haut niveau, donc il faut un entraînement de haut niveau. Donc au début, on voit qu'il y a quelqu'un, là, c'est la secrétaire de l'AFL, qui se casse la tête chaque fois qu'il faut aider un enfant, parce qu'elle se demande comment elle va pouvoir l'aider. On a mis Marie, là, elle s'appelle Marie, parce que souvent, on
a des parents qui viennent travailler avec les enfants au début. Puis ensuite, les enfants se débrouillent toutes seules. Donc là, on vous a mis nos 2 stars d'Aubervilliers qui sont très chics, très mode, voilà, et qui sont capables ensuite, les enfants, dès qu'ils ont compris comment ça fonctionne, disent que ça les aide énormément dans leur pratique de lecture. C'est quelque chose qui fait abandonner les comportements alphabétiques complètement et qui fait passer de l'alphabétisation à la lecturisation dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc ça vous étonnera pas si on ressort un slogan de Bourdieu, la pédagogie, alors qu'il disait la sociologie, est décidément un sport de combat. C'est pas à vous que je vais le dire, vous le vivez tous les jours. Voilà, je termine juste en disant qu'en plus d'Elsa, l'AFL a produit des DVD qui sont faits par des réalisateurs de chez Arte, des gens professionnels. Il y en a un avec Rascal et une classe de CM1, il y en a un avec Claude Ponty et une classe de CP-CM2. Il y en a un avec Jacques Roubaud, le poète, et des grandes sections CE1, CM2. Il y en a un avec François Place et des CM2. Et ces DVD sont au prix de 5 € et on vous envoie le scénario pédagogique gratuitement. Puisqu'il faut être lecteur expert, on a produit 8 petits volumes, donc j'en ai mis 3 ici, de lecture experte qui vont des documentaires aux livres pour les petits, à l'humour, etc. On les a fait à 5 € pièce aussi. En ce moment, on ne brade pas, mais on essaye de se dire, bon, peut-être qu'on va mourir parce qu'on va l'AFL va très, très mal financièrement, comme beaucoup d'associations. Le Covid a empêché toutes les formations, etc. Les subventions ne tombent plus, donc c'est très difficile pour les associations. Mais en tous les cas, au moins, procurez-vous ces outils parce qu'ils sont... Voilà. Donc, je termine avec une phrase de Pierre Bayard. La culture, c'est d'abord une affaire d'orientation. Être cultivé, ce n'est pas avoir lu tel ou tel livre, c'est savoir se repérer dans leur ensemble. Donc, savoir qu'ils forment un ensemble et être en mesure de situer chaque élément par rapport aux autres. C'est ça, être lecteur. C'est ça, pour nous, qu'il faut commencer depuis le début. C'est ça qu'il ne faut jamais abandonner quand on est petit et quand on est grand. Quant aux prophètes ou aux scientifiques ou pseudo-scientifiques qui espèrent guider nos actions, je vais reprendre cette phrase humoristique. On peut être un pasteur dans son laboratoire et y manifester une rigueur scientifique qui ne laisse aucune place à l'approximation. Et se mettre, quand on parle de Dieu ou de la patrie, au même niveau qu'un garde champêtre ou qu'un sous-officier instructeur. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup. Ouais, il y a des réactions sur les écrans, parce qu'on ne peut pas applaudir en vrai, donc il y a des petites mains qui applaudissent. Alors, on va prendre des inscrits, comme Alexia vous a proposé là tout à l'heure, de vous inscrire en levant la main ou en vous inscrivant dans le chat comme vous préférez. Voilà, pour des réactions, des questions, on a un peu moins de 3/4 d'heure. Oui, 3/4 d'heure. On s'est dit qu'à 20 h, vraiment au plus tard, il fallait que ce soit terminé. Mais voilà, on a un temps d'échange maintenant, donc profitons-en.